C'était légitime dans l'analyse. Dans l'analyse, mais il faut analyser les situations, analyser de manière concrète les situations concrètes. C'est vrai en Iran, c'est vrai en Afghanistan, ce n'est pas vrai en Algérie. Mais en Algérie, c'est bien après. Justement. Pourquoi ce n'est pas... Qu'est-ce qui n'est pas vrai en Algérie? De quoi tu parles? Est-ce que tu parles que le recours à la violence militaire de la part des islamistes... Quand? À partir de 82. Non, pas de 82. Non, parce que c'est différent. Parce que les islamistes, les autres, ça n'est pas le fils. Oui. Ça n'est pas le fils. D'accord. Et c'est des gens qui sont sortis du néant presque. Oui. C'est pour cela que moi, je me suis permis de te poser la question. Est-ce que Bouyeli, en termes doctrinaires, en termes idéologiques, formation, parcours, profil, etc., est-ce que c'est un islamiste? Parce que pour toi, en tant qu'intellectuel, lorsque je te dis un islamiste, quand même tu as un profil de l'islamiste. Bien sûr, bien sûr. Mais tu n'es pas du genre à se limiter à la barbe ou à se limiter à la gondola, etc. Tu es du genre à voir un petit peu l'idéologie, parce que ce qui est, comme dirait Hegel, ça n'est pas le fusil. Oui. C'est l'idée qui est derrière celui qui met le doigt sur la gâchette. Oui. Tu es d'accord sur ça? Oui. Donc, idéologiquement parlant, il faudrait qu'on analyse la genèse, la genèse de la violence non légitime chez les islamistes. D'accord. On a parlé du cas algérien des années 80. D'accord. De Bouyeli. Est-ce que Bouyeli et son mouvement étaient islamistes? Je t'ai dit que je ne le sais pas et je ne pourrais pas le dire, ni l'infirmer, ni le confirmer. Non, eux, ils le disaient. Oui. Moi, je te dis que dans la logique qui prévalait à l'époque sur le déclenchement d'un certain nombre de mouvements armés dans la zone arabo-musulmane, assimiler à l'islamisme tout mouvement qui recourt à la violence militaire. C'est une assimilation. Est-ce que c'est vrai ou faux? Peu importe. Moi, je ne fais qu'un constat. Dans ce cas, tu m'as posé la question, est-ce que ce qui s'est passé en Iran était légitime? Je t'ai dit oui. Tu m'as posé la question, est-ce que ce qui s'est passé en Afghanistan... Comme résistance. C'est évident, ce sont des résistances. Abattre un régime aussi odieux que celui du Shah, je ne peux qu'être d'accord. Est-ce que la violence était légitime en Afghanistan? Je t'ai dit oui à son point de départ et oui à ce jour. D'accord. En tant que résistance, on peut le déplorer parce que c'est des pertes humaines, c'est des destructions, c'est des résultats de recul incroyables. Les pays sont délabrés. Très juste. Mais on en est là. Dans le cas algérien, ce qui était assimilé à la mouvance islamiste. Tu me dis pourquoi tu es d'accord dans le cas iranien et dans le cas afghan et tu n'es pas d'accord dans le cas algérien. Je vais te dire pourquoi. Parce que, d'abord, mon expérience personnelle, j'ai dit que j'ai failli être embarqué dans une affaire devant me mener chez les maquisards afghans. Oui. Or, j'ai vu personnellement qui était derrière cette affaire. Je ne peux pas accepter d'aller devenir un taliban en Afghanistan recruté par un gars des services secrets français. Je ne peux pas l'accepter. Je suis un patriote, je suis un nationaliste. À l'époque, même si j'étais désespéré parce que mon ménage... C'est-à-dire, si tu n'étais pas d'accord avec l'ex-Union soviétique, tu ne l'es pas forcément avec les services de renseignement et l'Occident. C'est exactement la logique. Je ne peux pas être d'accord. C'est normal, très juste. C'est normal. Or, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, je pense que ça risque de préluder sur ce qui se passe dans mon pays. Ah, très bien. Déjà. C'est mon réflexe. C'est mon réflexe. J'ai dit, ça peut préluder. Ça veut dire que si il y a des cellules en France qui recrutent pour l'Afghanistan est loin de Paris. Par contre, les zones de turbulence qui sont à la portée de 2 heures d'avion d'un parachutage de Marseille, de Paris, c'est Alger.
c'est l'Algérie. Je ne peux pas accepter cette idée. Donc, j'étais persuadé que Boumediene avait été assassiné. Ça veut dire, pour moi, je n'ai aucune sympathie pour Boumediene. Je l'ai dit, je n'ai pas changé d'avis, même si je lui reconnais a posteriori un certain nombre de choses fondamentales qui ont été faites pour le pays et pour les catégories sociales les plus démunies dans ce pays. Mais étant convaincu que Boumediene avait été assassiné, pour appeler les choses par leur nom, j'y ai vu la première pierre d'un édifice constituant la destruction et la démolition de l'État algérien. Et je ne peux pas l'accepter. Je ne suis pas d'accord avec l'État algérien. Avec le pouvoir, tu veux dire? Avec le pouvoir. Tu sais. Non, parce que moi je suis très sensible à cette question. D'accord. Parce que moi, si. Pour moi, cet État, il est au service du pouvoir. L'État algérien n'est pas au service de la nation. Il est au service d'un pouvoir. Quand on m'apportera la preuve contraire, je changerai d'avis. Tu veux dire que le pouvoir, il a privatisé l'État? Il l'a familiarisé. Il l'a familiarisé. Familialisé, pardon. Familialisé, c'est-à-dire de famille. Exactement, oui. C'est devenu des propriétés familiales. Mais je ne peux pas accepter, parce que j'ai grandi dans une culture nationale patriotique, l'Algérie avant tout. Et à choisir entre la démocratie et l'Algérie, comme dirait Slimane Amera, tu choisirais l'Algérie. Mais entre nous, ce sont des slogans. Non, mais d'accord. Tu aimes les slogans toi aussi? Moi, je n'aime pas les slogans. Je n'aime pas du tout les slogans. Mais parfois, il y a des slogans qui veulent dire beaucoup de choses. Moi, j'étais persuadé, à tort ou à raison, si on m'apporte le point de vue contraire et qu'on arrive à me convaincre, je suis prêt à changer d'avis. J'étais persuadé que l'Algérie était entrée dans une logique de turbulence qui devait la conduire à être mise à genoux pour nous faire payer toute la politique irresponsable de Gabji de la période de Boumediene qui a voulu faire de ce pays, excusez-moi l'expression, qui a voulu nous faire péter plus haut que son derrière. Alors que nos moyens étaient limités, alors que nos prétentions auraient dû se limiter à construire un État démocratique, à construire une société où les gens vivent de la manière la plus normale possible, sans qu'il y ait des écarts de richesse comme nous les voyons aujourd'hui, sans qu'il y ait de répression, sans la torture, sans les emprisonnements, sans les assassinats politiques, etc. Pour revenir à la question, moi je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop. Parce que même pour pouvoir permettre à nos amis qui nous suivent un certain enchaînement dans les idées, une certaine suite dans les idées. Nous sommes en train d'analyser le phénomène islamiste. Le phénomène islamiste, il a deux facettes. Il a une facette pacifique, légaliste, pacifiste, etc. Je ne parle pas des partis, je parle de la mouvance. Il y a une facette aussi violente. Comme d'ailleurs dans toutes les tendances politiques que tu connais, marxisante, de gauche, de droite, etc. C'est un phénomène naturel dans un processus de développement d'un mouvement qui revendique un certain nombre de choses et qui se revendique d'une thèse, d'une doctrine, d'une vision du monde, d'une représentation d'une logique internationale aussi, etc. En analysant le phénomène dit islamiste, ou le retour, l'analyse d'un mouvement qui prend le retour à des valeurs communes, qui sont les valeurs islamiques, sans pour autant mettre de côté les minorités, parce que, en fin de compte, l'Algérie a toujours été un pays de tolérance entre nous. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est une parenthèse, juste une petite remarque, ce qui m'a toujours étonné, que l'Algérie, depuis toute son histoire, sous la colonisation, sous le joug des forces, des puissances étrangères, etc., il y a eu toujours une vie commune, une cohabitation dans la diversité et la tolérance interculturelle, interreligieuse, interlinguistique, à travers toute l'histoire de l'Algérie. Dès que l'Algérie est devenue indépendante, il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus de cohabitation,
Et la seule cohabitation qui a existé, c'est celle de la force. C'est-à-dire cohabiter par la force. Les Algériens commencent à avoir des problèmes de culture, des problèmes d'identité, des problèmes de langue, de religion. La chrétienté a toujours vécu en Algérie dans la tolérance avec l'islam, dans la cohabitation. Le judaïsme, la judaïté, etc. Mais dès que nous sommes devenus indépendants, il y a tous ces problèmes qui sont... Maintenant, c'est en analyse maintenant le phénomène islamiste depuis les années 60, disons depuis l'indépendance. Mouvement d'élite, mouvement d'idées, Jam'iyat al-Qiyam, Tiyar, le mouvement qui a accompagné le Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin al-Jazairi, même après la mort de Bachir al-Brahimi en 1964, le début du mouvement des frères musulmans en Algérie, les quelques dérapages de Mahfoud Mahnah dans les années 70, le début de la naissance dans les universités de Constantine et d'ailleurs, d'Alger, de Constantine et d'ailleurs, de quelques groupuscules revendiquants, etc. Les débuts d'accrochage au sein de l'université entre tendances islamistes, tendances dites berbéristes ou laïques. Il y a eu même quelques petits morts dans quelques morts, même c'est des morts, c'est des Algériens qui sont morts à cause d'une idéologie. Jusqu'au début 80, mouvement Bouyali, et avant le mouvement Bouyali, il y avait les Sahnoun, les Abdelatif Sultani, les Sahnoun, qui défendaient des thèses, j'allais dire, de culture, culturaliste, religieuse, de valeurs, de moralité, etc. D'identité, jusqu'à la création de l'Arshad ou l'Islah, qui regroupait l'ensemble de la tendance islamique, grosso modo, et que les gens ne pouvaient pas reconnaître l'idée même. Moi, je me souviens, avec Nahna, lorsqu'il a pris contact la première fois avec Nordin Boukro, avant même la création des partis politiques, il lui avait demandé d'adhérer parce que Nahna, à l'époque, n'avait aucune idée de création d'un parti politique qui s'appelait Hamas. Il était avec Bouslimani et les autres, il était tout content, il était convaincu que la véritable action devait être dans un cadre associatif qui s'appelait à l'époque, qui continue à être d'ailleurs, Jam'iyat al-Islah al-Chef, un travail extraordinaire, un travail énorme, un beau travail, qui continue à militer, à travailler dans la bienfaisance, le social, le culturel, etc., etc. Et après, il y a eu tout un changement, etc. Des partis politiques aussi qui sont nés par la suite, le fils qui devait regrouper tout le monde, n'est-ce pas? Et par la suite, il y a eu également une sorte de, j'allais dire, de fragmentation à l'intérieur du mouvement lui-même, le fils. Je me souviens, Jabla disait لا يجوز التحزب في الإسلام وإن كان لا بد من التحزب فإنه لا يجوز في غير الجبهة الإسلامية للإنقاذ. Et par la suite, il a créé Harakat al-Nahr. La même chose pour Hamas et la même chose pour l'Ummah de Belkhada. Revenir à l'indépendance nationale, le dernier chef du gouvernement provisoire, qui revient par la suite sous une couverture qui ne lui était pas connue, parce qu'il est un ancien du MTLD, et qui crée Hizb al-Ummah, tendance, disons, islamiste. C'est une tendance, il le disait lui aussi. Pour aller vite en 2 ans. Très bien. Comment tu analyses cette mouvance qui commençait à se développer sur le plan des idées? Et c'est des idées très importantes parce qu'incarnées à un moment donné par le Jazara qui veut algérianiser, revenir aux sources de l'Algérie, la culture, la tradition, conduite par des scientifiques, des universitaires, etc. Et il y a également le passage à la violence. Est-ce que c'est l'échec des élites et la réussite du populisme? Est-ce que c'est un mouvement qui a été poussé à la violence parce qu'on voulait avoir face au pouvoir un mouvement de rébellion, de sédition, etc. et que le pouvoir ne voulait pas discuter, ne voulait pas qu'il y ait émergence de mouvements, j'allais dire, pacifistes, légaux, ils préféraient plutôt les mouvements radicaux et les mouvements de violence? Ou comment tu analyses, comment tu approches, toi, grosso modo, la mouvance islamiste avec toutes ces facettes? Je sais que c'est une question lourde, dure, et surtout pour quelqu'un un bon marxiste comme toi. Un marxisant. Tu m'as jamais expliqué. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi l'Akhdar Mu'agab? C'est pour cela que moi je n'utilise jamais le boumdiniste. Je dis boumdinien. Et je préfère boumdinien que boumdiniste.
marxisant, c'est quelqu'un qui s'inspire des analyses de Karl Marx et de l'école de Marx, aussi bien dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine philosophique, dans le domaine culturel, parce qu'il y a quelques aspects. Un marxiste, c'est quelqu'un qui est un doctrinaire, qui rentre dans la logique de la doctrine, qui l'adopte totalement et qui en fait un outil d'action sur la société. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, pour le moment, je ne suis pas en... Tu es plutôt méthode. Je suis dans la méthode. Tu es un méthodiste. Pas dans le sens religieux, dans la chrétienté. Tu es un méthodiste dans le sens marxisant du terme. Voilà, exactement. D'accord. Revenons à la recherche de connaissance et du savoir. Tu sais pourquoi je te posais la question, elle n'est pas innocente. Ouais. Pourquoi je te pose la question sur l'islamisme et puis une petite touche sur le marxisme. Ouais. Parce qu'on a bien vu plus tard que l'outillage, la technicité, la méthode marxiste et communiste, particulièrement dans la lutte, a été excellemment utilisée par l'islamisme. C'est exact. C'est pour cela qu'elle n'est pas innocente la question. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors comment tu approches le phénomène islamiste